Bonjour, alors nous voici donc après ces vacances de février, dont j'espère que vous aurez profité pour réviser les leçons précédentes. Nous voici donc dans la dernière partie de cette présentation de la quatrième grande partie de ce cours, qui va consister, je le rappelle, donc en un aperçu historique sur les grands moments de la science astronomique. J'avais, dans la dernière séance, juste avant les vacances, j'avais commencé d'examiner ce que me paraissent être les vertus de l'approche historique, qu'il s'agisse d'ailleurs de la science ou d'autre chose que de la connaissance scientifique, puisqu'évidemment, il n'y a pas une réalité humaine, quelle qu'elle soit, qui, par principe, échapperait à une appréhension, à une étude, à un examen historique. Avant d'en venir aux deux points que je veux développer aujourd'hui, puisque j'envisagerai ce que me paraissent être les vertus donc de l'approche historique, de la science astronomique, je voudrais alors revenir un petit peu sur le principe général de ces séances dans les conditions où elles se déroulent actuellement. Bon, il est clair que le fait que ces séances de philosophie aient lieu en visio crée une certaine démobilisation, ça c'est parfaitement normal. Ça veut dire que chacune des séances fait l'objet d'environ autour de, ça dépend desquelles, mais enfin ça peut aller de 60 à 100 vues, en moyenne autour de 80 vues. Ce qui veut dire que par rapport au moment où, en début 2020, au moment où ces séances avaient lieu, comme on dit maintenant, même si le terme déplaît foncièrement à certains, en présentiel, eh bien, ça veut dire que ces séances de philosophie ont perdu en gros un bon tiers de leurs auditeurs. Alors, bon, ça, je ne m'en désole pas outre mesure, les choses sont ce qu'elles sont. Maintenant, si vous pensez que, pour ceux qui les suivent, ces séances, si vous pensez que la nouvelle manière de faire, en attendant que les choses puissent reprendre leur cours normal, si vous pensez que cette nouvelle manière de faire a une incidence sur la façon dont je procède, et si vous pensez que précisément parce que les séances ont lieu en visio, il serait préférable que les choses se passent un petit peu différemment, je ne sais pas, que j'adopte un rythme différent ou une manière différente de présenter les choses, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et je rappelle mon adresse internet patrick.dupuey@protonmail, tout attaché, protonmail, proton comme un proton, M-A-I-L, et tout ça en un seul mot, protonmail.com. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos observations, de vos critiques. J'essaierai dans la mesure de mes capacités d'en tenir compte. Alors, j'avais d'abord développé cette idée qui me paraît relever d'une certaine façon de l'évidence, que l'approche historique est de toute façon un mode particulier, mais tout de même d'une très grande importance, de compréhension en général. Aller vers l'histoire d'une chose, s'intéresser à l'histoire d'une réalité quelconque, c'est se donner les moyens d'en acquérir une compréhension au sens étymologique, c'est-à-dire une saisie ensemble, cum praendere, saisir ensemble, une compréhension plus vaste, plus large et donc plus vraie. Je voudrais maintenant mentionner deux autres vertus de l'approche historique qui, d'une certaine façon, sont contradictoires l'une avec l'autre, en tout cas qui tirent l'intérêt dans deux directions qui sont, et pas seulement en apparence, vous allez voir, des directions opposées. Je pense qu'un regard historique sur une réalité humaine en particulier peut jouer deux rôles qui sont les suivants. Le rôle de la renforcer dans sa légitimité. Ce dont nous connaissons l'histoire, ce dont nous savons d'où cela vient, peut acquérir par le seul fait de cette connaissance une valeur plus grande, je disais une légitimité supérieure. Et inversement, l'histoire a toujours une vertu, a toujours une puissance démystificatrice, une puissance critique
on va dire une puissance corrosive et même quelquefois destructrice. J'en donnerai quelques exemples que je ne choisirai pas toujours d'ailleurs dans la connaissance scientifique qu'on peut prendre dans l'histoire sociale, dans l'histoire politique, l'histoire militaire, etc. Alors, comme je viens donc de le dire, concernant ce premier point, un regard rétrospectif sur la façon dont se sont progressivement constitués les savoirs scientifiques. Une façon d'ailleurs toujours très lente et très laborieuse. Quand je dis très lente, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas dans l'histoire des sciences des moments d'accélération brutale. Et du reste, la grande révolution astronomique et scientifique en général, qui a lieu au XVIIe siècle, par exemple, ce qui commence à la Renaissance avec Copernic et qui va s'achever, on pourrait dire, avec Newton, cette grande révolution produit des résultats extrêmement nouveaux, très puissants en finalement fort peu de temps. Donc il y a des moments d'accélération, mais même lorsque la découverte scientifique passe à un régime de vitesse supérieure, il reste que les chemins qu'elle suit ne sont pas du tout des chemins qui seraient plus rapides parce qu'ils seraient plus directs. Au contraire, ils sont souvent extrêmement laborieux, extrêmement tortueux, et j'en retracerai quelques-uns plus tard. Eh bien, cette lente constitution des savoirs scientifiques nous permet assez souvent de comprendre comment ce qui est atteint par ce cheminant, je répète, souvent laborieux et tortueux, nous permet de comprendre comment ce qui est atteint par ce cheminement est effectivement quelque chose qui mérite d'être considéré comme un savoir, comme une connaissance. Quand on peut voir d'où l'on vient, d'où l'on est sorti, où l'on est arrivé et comment on y est parvenu, on peut par ce moyen se convaincre que le cheminement qui a été accompli a permis de réaliser ce qu'il faut bien appeler, ce qui mérite d'appeler un progrès. Une petite parenthèse sur ce terme de progrès. C'est un mot qui n'a pas bonne presse aujourd'hui, le progrès en général, pour cette raison que lorsque nous pensons progrès, lorsque nous prononçons le mot progrès, sans autre précision, c'est presque toujours du progrès technique dont il s'agit. On n'arrête pas le progrès, cela veut dire qu'il y a un progrès de nos moyens, de notre puissance technique en matière d'objets techniques, d'appareils, de machines, et aussi en matière de procédés techniques, de moyens donc mis en œuvre pour maîtriser l'environnement qui est le nôtre. Mais il faut bien comprendre que la notion de progrès ne renvoie en aucune façon, de manière nécessaire, à un aspect technique, puisque on peut progresser sur le plan de la connaissance, ce qui n'est pas la même chose, on peut progresser dans les performances sportives, on peut progresser moralement, une société peut progresser socialement, on parle de progrès social et il est difficile d'imaginer que cette notion soit une notion tout à fait vide, on peut progresser politiquement et nous tenons en général pour quelque chose d'acquis que le passage, par exemple, de nos sociétés occidentales de régimes monarchiques, voire despotiques, à des régimes républicains et démocratiques, a constitué, sur le plan politique, un progrès. Ce qui veut dire que je ne prends pas position sur cette question, j'en suis bien sûr, moi, à titre personnel, parfaitement convaincu, mais je comprends qu'on puisse éventuellement le discuter. Mais ce à quoi je voulais en venir est ceci, que ce n'est pas nécessairement de progrès technique qu'il s'agit lorsque nous évoquons la notion de progrès. La notion de progrès signifie ceci, que quelque chose a dans le temps, au cours d'une certaine durée, quelque chose a accompli un processus, s'est développé ou a tout simplement changé dans le sens d'un mieux. Voilà ce que veut dire progrès. Ce qui veut dire que, bien sûr, si l'on veut réfléchir sur la notion de progrès, il y a quand même deux conditions qui s'imposent, mais alors immédiatement et de façon absolument impérative, qui sont les suivantes. On ne peut parler de progrès d'abord qu'à condition de définir très précisément ce qui progresse. Quelle est
la chose, la réalité dont on dit, voilà, cela a progressé. Parce qu'il est évident, par exemple, que lorsque ma maladie progresse, moi, je ne progresse pas. Lorsque le chômage progresse, la société, elle, nous avons plutôt tendance à considérer qu'elle régresse. Lorsqu'un virus progresse, etc., etc. Et donc, le même mouvement qui s'accomplit dans la réalité peut être progrès à un certain point de vue et régression à un autre point de vue. Quelque chose peut progresser pendant que, du fait même du déroulement des choses, une autre chose régresse. Donc, première condition pour que la notion de progrès ait un sens, ait une pertinence, définir avec toute la précision requise ce qui progresse. Et deuxième condition, tout aussi impérative que la première, c'est la suivante, c'est de définir des critères. Je ne peux dire que, par exemple, telle personne, par exemple, est meilleure, est dans une situation préférable, dans une situation qui présente un avantage par rapport à la précédente, que si je définis avec la même exactitude que j'exigeais précédemment, au regard de quels critères je considère qu'il y a progrès. Parce que je peux, moi, par exemple, progresser intellectuellement pendant que je régresse, je ne sais pas, par exemple, physiquement. Il se peut très bien que je tombe malade, mais il se peut aussi que, par exemple, je tire de ma maladie elle-même les moyens, la matière d'un progrès intellectuel, c'est peu probable, mais spirituel, pourquoi pas. Pascal avait écrit un petit texte sur le bon usage des maladies. Il y a peut-être un bon usage des maladies, et cela veut dire que pendant que ma maladie a progressé, avant que je guérisse, ce qui est quand même souhaitable, j'aurais, moi, peut-être aussi progressé, j'aurais peut-être aussi régressé, j'aurais certainement régressé, par exemple, au point de vue de mes capacités physiques. Et donc, il ne va pas de soi du tout, par exemple, que là où il y a un progrès technique, il y ait progrès au regard de tous les autres critères qui nous intéressent. Et c'est bien ça justement qui fait problème pour nous avec le progrès technique, c'est que nous constatons que le progrès technique s'accompagne d'un certain nombre de régressions tout à fait caractérisées, assez évidentes sur d'autres plans, par exemple le plan environnemental, par exemple le plan éthique ou le plan politique. Il est évident, par exemple, qu'un objet technique comme le drone constitue, au point de vue de l'efficacité technique, au point de vue des moyens techniques dont nous disposons, un progrès très considérable. Cela veut-il dire, par exemple, compte tenu des usages qu'il est possible de faire du drone, que ce soit un progrès social, un progrès sur le plan du droit des personnes, sur le plan de l'organisation générale de la société. Donc, là, j'insiste beaucoup sur le fait que cette notion de progrès ne peut être évidemment manipulée qu'avec précaution. Ce pourquoi il n'y a évidemment aucun sens, aucune pertinence à se dire pour ou contre le progrès. Personne ne peut être contre le progrès. Évidemment, je préfère ne pas voir progresser certaines idées, certaines idéologies. Je préfère même les voir régresser. J'aimerais autant d'ailleurs, pour certaines, les voir disparaître complètement. Mais il est bien clair qu'il y a beaucoup d'autres choses dont je souhaite le plus ardemment possible qu'elle progresse et qu'elle progresse le plus vite possible. Donc la notion de progrès est en tant que telle en elle-même évidemment une notion parfaitement neutre. Alors revenons à la science. Eh bien, la science et la technique, et c'est aussi pour ça que lorsque nous parlons de progrès, sans préciser, c'est le plus souvent de science et de technique que nous parlons, de technique surtout. Pourquoi ? Parce que ce sont deux domaines dans lesquels la réalité du progrès peut le plus difficilement être contestée, être mise en cause. Il est évident, ou alors je pense qu'il faut vraiment déployer de grands artifices théoriques, et je pense aussi beaucoup d'artifices rhétoriques. Il est évident que nos connaissances ont progressé depuis un siècle, depuis 20 siècles. Le progrès de la connaissance par la science,
pas seulement par la science, car il y a sans doute des choses que nous connaissons mieux grâce peut-être par exemple à l'art ou à la littérature. Je pense que grâce à Shakespeare, grâce à Proust, nous en savons beaucoup plus qu'on en savait auparavant sur une passion, par exemple, comme la jalousie. Mais, et je pense d'ailleurs qu'il faudra beaucoup de temps avant que la science psychologique, et a fortiori peut-être les neurosciences, nous en apprennent sur une passion comme la jalousie, plus que nous nous en avons appris la littérature, par exemple, et l'art en général. Je veux dire que euh, la connaissance est un ordre de choses dans lequel il est presque impossible de nier la réalité du progrès qui a été accompli. Et quant à la technique, c'est encore plus difficile de le nier, car l'efficacité est quelque chose. Or, l'efficacité est la seule norme à laquelle se juge une performance technique, un procédé technique, un objet technique. L'efficacité est quelque chose qui se mesure de façon suffisamment précise et suffisamment aisée pour qu'on ne puisse pas contester que, par exemple, nos automobiles soient plus performantes que ne l'étaient les automobiles d'il y a, par exemple, 50 ans. Eh bien, c'est pour ça d'ailleurs, donc, je le disais, que progrès est souvent pour nous synonyme de progrès de connaissance, progrès scientifique ou progrès technique, tout simplement parce que c'est là que le progrès se manifeste, s'impose avec l'évidence la plus criante, alors qu'il est beaucoup plus difficile, il est beaucoup plus délicat de statuer sur ce qu'ont pu être les progrès dans l'ordre éthique, dans l'ordre social ou dans l'ordre politique d'une société sur une décennie, sur un siècle. Ça, je pense que c'est évident pour tout le monde. Alors, ce que je voulais dire après cette petite digression, c'est qu'un regard historique porté sur la constitution progressive des concepts scientifiques, des théories scientifiques, produit une espèce de validation, je dirais, presque mécanique, presque automatique de ce qui est sorti de ces processus. Parce que nous avons une vision, grâce à l'histoire des sciences, nous avons une vue synoptique sur, comme je disais tout à l'heure, le lieu d'où nous venons, le lieu où nous sommes parvenus, lieu au sens figuré bien sûr, hein, lieu en termes de savoir. Nous savons d'où nous venons, nous savons où nous en sommes aujourd'hui. Ce que nous avons appris nous permet aussi de mesurer assez souvent la distance qui nous reste à parcourir. Quand je dis la distance, nous ne pouvons pas la mesurer puisqu'il n'y a pas de terme assignable, mais nous pouvons d'autant mieux comprendre que nous ne comprenons pas tout, que nous en comprenons davantage. Plus nous savons, plus notre conscience s'aiguise de la profondeur de ce que nous ne savons pas. Et donc je crois en effet que le regard historique sur la constitution progressive des sciences est une manière de se convaincre que nos sciences sont effectivement des outils extrêmement performants, extrêmement efficaces pour progresser vers davantage de connaissances, vers une connaissance plus vraie. Évidemment, cette validation par l'histoire repose sur un principe complètement différent, complètement hétérogène au principe que les sciences elles-mêmes mettent en œuvre pour valider leurs résultats. Les sciences ont pour confirmer leurs résultats, pour prouver, pour démontrer. Les sciences ont des procédures méthodologiques qui ne consistent évidemment pas à attendre simplement que le temps passe et qu'on puisse jeter un regard synthétique, synoptique et rétrospectif sur le chemin qui a été parcouru. Et donc, ce n'est pas, si vous voulez, l'histoire des sciences qui prouve que nos savoirs sont des savoirs solides, des savoirs effectifs. Mais l'histoire des sciences nous permet néanmoins d'opérer ce que j'appelle une certaine validation, parce que cette histoire nous permet de mesurer les pas qui ont été faits, leur ampleur et leur profondeur également. Un petit peu, si vous voulez, à la manière dont vous pouvez savoir quelque chose
de la solidité d'une maison si vous avez une connaissance un peu précise de la manière dont elle a été construite. Si vous connaissez les étapes par lesquelles sont passés les artisans qui ont contribué à la construction de la maison, si vous pouvez voir comment elle a été bâtie, à quelle profondeur les fondations ont été établies, quel matériau a été utilisé, comment ce matériau a été posé, à quelle vitesse les travaux se sont effectués, eh bien, vous pouvez parvenir à certaines conclusions dont je pense qu'elles auront un fort coefficient de validité sur ce que vaut la maison que vous allez habiter. Et l'on pourrait dire la même chose, par exemple, de nos institutions. Prenons des institutions comme la sécurité sociale, par exemple, comme l'école laïque, et même prenons le principe même de la laïcité, savoir d'où sortent ces institutions, savoir, par exemple, que la sécurité sociale est quelque chose qui sort du programme du Conseil national de la résistance, savoir, par conséquent, ce qu'a été la résistance, savoir donc ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale, savoir sur quelles valeurs ont été fondées ces institutions que sont par exemple l'école laïque ou la sécurité sociale. Connaître la personnalité de ceux qui ont contribué à la fabrication, à penser d'abord et ensuite à mettre en œuvre ces institutions, cela nous apprend quelque chose aussi sur leurs valeurs. Et c'est pourquoi il est par exemple intéressant de connaître non seulement l'histoire de la sécurité sociale, l'histoire de l'école publique, l'histoire de la laïcité, mais de connaître aussi les vies, les biographies de ceux qui ont participé à l'élaboration de ces institutions. Savoir par exemple qu'une valeur morale, puisque c'est une valeur éthique, la laïcité est un principe juridique, la tolérance est une vertu morale. Eh bien, savoir que cette vertu morale est née, par exemple, des guerres de religion, savoir qu'elle est née avec Montaigne, mais aussi avec Bayle, puis avec Voltaire, qu'elle s'est constituée progressivement à partir de cet événement traumatique qu'ont été en France les guerres de religion, eh bien, je pense que c'est se donner les moyens de conférer une validité, une valeur, une légitimité plus grande à cette valeur et cette vertu de tolérance. Mais pour venir au point suivant, c'est-à-dire pour cette fois-ci regarder dans la direction opposée. En sens inverse, nous pouvons dire que l'histoire des sciences possède également une vertu, alors qui va, je le disais, dans la direction inverse de la précédente, c'est-à-dire que l'histoire des sciences est un moyen de désacraliser la science, de nous empêcher de porter sur elle un regard qui conduirait à en faire quelque chose qui mérite le respect auquel a droit ce qu'on appelle le sacré. C'est-à-dire que, alors vous me direz peut-être, là il y a peut-être une objection à faire, désacraliser la science, ce n'est peut-être pas aujourd'hui la tâche la plus urgente, car comme le montre même notre actualité présente la plus brûlante, je pense à celle de la pandémie et de la vaccination, il serait peut-être plutôt urgent, en sens inverse, de consolider la confiance des citoyens dans la science, d'en renforcer l'autorité. Et là, je serais bien d'accord. Nous sommes actuellement face à une crise consécutive au déficit de confiance de la science et d'une façon générale des institutions dans lesquelles elle s'incarne, institutions de recherche, mais aussi institutions de mise en œuvre des politiques, par exemple, de santé publique. Donc, vous pourriez peut-être me dire que faire descendre la science de son piédestal n'est peut-être pas aujourd'hui l'urgence numéro 1 et que je ferais peut-être bien, au contraire, de travailler à renforcer en chantant les louanges de la science et en montrant en quoi elle mérite notre confiance, que l'urgence serait plutôt au contraire de travailler à l'asseoir plus solidement dans les croyances de nos contemporains. Oui, c'est possible.
Alors, nous souffrons aujourd'hui d'un déficit de confiance dans la science. Quand je dis nous, ce n'est pas seulement, ni même peut-être principalement, la science et les scientifiques. C'est la société tout entière. Alors, la science, évidemment, voit arriver, elle reçoit en pleine figure ce déficit de confiance, mais il touche aussi, il affecte aussi la société dans son ensemble. Simplement, je répondrai à cette objection ceci, tout bêtement, que la science étant un pouvoir, ça c'est indiscutable, la science est un pouvoir, ce n'est pas en soi, évidemment, le fait de dire que c'est un pouvoir, ce n'est pas en soi quelque chose qui devrait conduire nécessairement à la dévaluer, à la dévaloriser. Ça n'est pas émettre une critique à l'endroit de la science de dire qu'elle est en pouvoir. Il faut des pouvoirs, l'école est un pouvoir, la médecine est un pouvoir, la science est un pouvoir, il y a un pouvoir judiciaire, il y a un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif, il est bon qu'il y ait des pouvoirs, mais, et de toute façon il ne peut pas ne pas y en avoir, mais parce qu'elle est un pouvoir, il lui faut nécessairement des contre-pouvoirs, comme à tout pouvoir. Il faut, selon une formule célèbre qui ne résume pas la philosophie politique de Montesquieu, mais qui vient bien de lui, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et le pouvoir susceptible d'arrêter le pouvoir, c'est ce qu'on appelle tout simplement un contre-pouvoir. On parle souvent d'ailleurs de ces contre-pouvoirs que sont par exemple la presse ou Internet. La presse est un contre-pouvoir, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un pouvoir. Que c'est un pouvoir qui, même s'il exerce une fonction de contre-pouvoir, à l'endroit par exemple du politique, à l'endroit des institutions, à l'endroit des autorités, il ne faut pas oublier que la presse est aussi, je parle de la presse écrite, l'audiovisuel, les médias en général, sont un redoutable pouvoir qui a besoin de ces contre-pouvoirs, qui sont d'ailleurs quelquefois du côté même de ce contre quoi la presse exerce sa fonction de contre-pouvoir. Parce que la presse est un contre-pouvoir à l'endroit de l'autorité, par exemple, de l'État, mais l'État a aussi besoin de mettre en place des mesures juridiques, des mesures politiques, afin de contrer le pouvoir de la presse, de le limiter, ce qui est quelquefois difficile. C'est vrai aussi, par exemple, pour Internet. Internet est un fabuleux contre-pouvoir, mais Internet est un pouvoir aussi, comme on l'a vu récemment, lorsque, par exemple, des réseaux sociaux ont cru légitime, parce que ça leur était possible, de supprimer, par exemple, les moyens d'expression de certains hommes politiques, on l'a vu avec Trump aux États-Unis, ou de certains courants politiques. Il y a là quelque chose de grave, il y a là quelque chose qui mérite, de notre part, réflexion. La science est un pouvoir, il lui faut donc des contre-pouvoirs. Et l'histoire des sciences peut exercer une fonction de contre-pouvoir. Pourquoi ? Parce que la perspective historique est ici démystificatrice. Pourquoi ? Parce qu'elle nous montre comment la science a dû travailler pour parvenir à cet ensemble de résultats avec lequel nous la confondons trop souvent. Pour nous, qui ne connaissons pas l'histoire des sciences le plus souvent, la science, c'est une somme de résultats directement ou indirectement traductibles en retombées techniques pour le meilleur et pour le pire. Mais, comme il m'est déjà arrivé de le dire précédemment, la science n'est pas comme ça sortie toute armée comme Minerve de la cuisse de Jupiter. Elle s'est élaborée au cours d'un processus extrêmement long, difficile, pénible, tortueux. L'accouchement de la connaissance scientifique est toujours un accouchement difficile, un accouchement douloureux. Et d'ailleurs, il y a aussi des avortements en sciences et il y a des productions mort-nées en sciences. Eh bien, c'est la connaissance de la façon dont se sont produites les connaissances scientifiques qui nous permet de jeter un regard différent et, en un sens, comme je le disais, démystificateur. Nous savons, par exemple, je vais prendre un seul exemple, nous savons, par exemple, la place que jouent les relations, les rapports de pouvoir au sein des institutions scientifiques dans la production des savoirs scientifiques.
Nous savons aussi que dans ces institutions scientifiques, la compétition qui a lieu entre les chercheurs, la nécessité, par exemple, pour ces mêmes chercheurs de publier. Vous connaissez peut-être le mot d'ordre qui presque définit aujourd'hui l'activité scientifique, publish or perish, publier ou périr. Eh bien, ce fonctionnement concurrentiel de la science, qui a peut-être aussi ses avantages, qui a certainement ses avantages en termes, par exemple, d'émulation, mais ce système concurrentiel a aussi des effets extrêmement pervers, puisque, par exemple, il nourrit un phénomène qui est très loin d'être marginal dans la science, qui est le phénomène de la fraude scientifique. Il existe une fraude scientifique, comme il y a une fraude électorale, comme il y a une fraude fiscale, et avec des conséquences qui ne sont pas du tout négligeables. Et donc, il est bon de connaître, si vous voulez, le dessous des cartes et de savoir ce qui se passe dans les coulisses. Et il est bon de réfléchir à la manière dont peuvent se produire d'authentiques, de réelles, de vraies connaissances dans des institutions dont le régime de fonctionnement n'est pas du tout placé, je dirais, à 100% sous la norme de la production des connaissances. Beaucoup de choses se passent dans la communauté scientifique, dans les institutions scientifiques, et même dans la tête des chercheurs, dont l'origine, dont la racine, dont la source n'est pas à chercher dans la pure quête de vérité. Et pourtant, des institutions, des chercheurs, dont, je le répète, le mode de fonctionnement n'est pas à 100% ordonné à la recherche du vrai, produisent d'authentiques vérités. Pierre Bourdieu, le sociologue, qui s'était beaucoup intéressé à la production des connaissances scientifiques, même s'il n'est pas lui-même historien des sciences, Pierre Bourdieu a écrit là-dessus tout un livre qui s'appelle Méditations pascaliennes, au pluriel. Les méditations pascaliennes de Pierre Bourdieu sont une réflexion sur justement cette question de savoir dans quelle mesure une institution dont le mode de fonctionnement n'est pas en totalité, de façon pure et désintéressée, parfaite, ordonnée à la recherche de la connaissance, peut néanmoins produire de véritables connaissances. Et donc, je dirais qu'il est indispensable que, contre le pouvoir de la science, se déploient des contre-pouvoirs, dont celui auquel la connaissance historique peut fournir des armes. D'ailleurs, je ne pense pas que la connaissance historique, une meilleure connaissance historique de la manière dont la science est parvenue à ses découvertes et à produire cet édifice de savoir avec lequel, comme je disais, nous la confondons un peu trop souvent, je ne pense pas que cela soit de nature à nuire beaucoup à la science. Pour cette raison que les coûts qu'elle reçoit et ces coûts qui affectent la confiance que lui fait le public, je ne pense pas que ces coûts lui viennent principalement du regard qu'on porte sur elle en tant que science. Ce n'est pas parce que les gens en savent plus sur la science qu'ils croient moins en la science. Si les gens croient moins en la science, c'est parce que leur confiance a été entamée, qu'elle a été érodée et qu'elle a quelquefois même été, quant à certains aspects, détruite chez certains par des pratiques qui sont beaucoup plus celles des institutions qui dépendent plus ou moins directement de la science. Je parle, par exemple, d'institutions comme celle d'où est sorti le célèbre scandale du sang contaminé il y a quelques décennies, ou encore de ces institutions que sont les laboratoires pharmaceutiques. Les laboratoires pharmaceutiques, et quelquefois d'ailleurs certains médecins eux-mêmes, à mon avis, ont beaucoup plus nui à l'image de la science dans le public et de la médecine dans le public que ne lui ont porté tort les connaissances qu'on aurait mises à la disposition du public sur la façon dont se produisent les savoirs scientifiques, les savoirs médicaux. Je pense que l'histoire des sciences a, au regard de la science, exactement la vertu générale de l'histoire vis-à-vis de toute chose. L'histoire est, je pense, par nature désacralisante.
Il y a quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi sur cette question, et c'est Nietzsche. Alors, il y a chez Nietzsche de puissantes réflexions, de très riches réflexions sur les mérites, sur la valeur, mais aussi sur les limites de l'approche historique. Il y a quelque chose que Nietzsche reproche très souvent aux philosophes, c'est leur manque de sens historique. Les philosophes sont atteints, aux yeux de Nietzsche, pour la plupart d'entre eux, d'une maladie, d'un vice qu'il appelle égypticisme. Il appelle ça égypticisme. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors ça, c'est une référence historique, bien sûr, à l'Égypte ancienne, qui présente le modèle d'une société qui a duré pendant des siècles sans changer. Et donc, égypticisme, c'est une manière, lorsque Nietzsche parle des philosophes, de dénoncer leur incapacité à regarder les choses sous l'angle historique et leur tendance foncière, leur propension, on va dire, congénitale, à regarder les choses au point de vue de l'absolu, à absolutiser les réalités. Les philosophes adorent se promener dans les concepts. Or, un concept, c'est précisément ce qui ne se présente pas sous l'aspect historique. Bien sûr, les concepts ont une histoire, mais un concept, on en prend connaissance par le biais de sa définition. Alors, il est certain que dans certains domaines, les concepts peuvent parfaitement être saisis et intégralement saisis en dehors de l'histoire de leur constitution. En mathématiques, par exemple, dès lors que vous avez compris ce que c'est qu'une dérivée, une différentielle, une intégrale, eh bien, vous savez suffisamment pour faire des mathématiques à partir et à l'aide de ces concepts. Vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire du calcul différentiel et intégral pour manipuler ces concepts mathématiques, même si, du point de vue de votre culture, ça n'est pas forcément dommageable de connaître cette histoire. Mais, en revanche, le concept de laïcité, le concept de tolérance, eh bien, nous avons besoin d'en connaître l'histoire pour alors les regarder d'une autre façon, de cette double façon qui consiste à, d'une façon, leur donner une certaine légitimité et d'autre part, jeter sur eux un regard critique. On lit dans un fragment posthume de Nietzsche, ces fragments posthumes ont été publiés après sa mort, comme leur nom l'indique, un aphorisme qui est le suivant: « J'ai sondé les origines, alors je suis devenu étranger à tous les respects. » J'ai sondé les origines, alors je suis devenu étranger à tous les respects. On a beaucoup réfléchi sur cette question, par exemple avec Montaigne, par exemple avec Pascal. Montaigne nous enseigne, et Pascal l'a pratiquement copié dans Montaigne: ne remontez pas aux sources, ne remontez pas aux origines des institutions, des lois. Parce que ce qui vous apparaît aujourd'hui comme leur majesté, comme leur très haute respectabilité, comme leur valeur, eh bien, si vous remontez à leurs origines, vous verrez qu'il y a peu de choses. Il y a un petit filet d'eau à la source de ces grands fleuves que sont nos institutions, nos valeurs, nos croyances en général. Et donc il faut toujours regarder la connaissance historique avec ce savoir surplombant de sa valeur corrosive. L'histoire, c'est corrosif. Et c'est pour ça, dit Nietzsche, alors il y a un très beau texte que vous pouvez très bien lire, parce que c'est un texte assez accessible. Nietzsche est quelquefois un auteur difficile, très difficile même, mais vous pouvez sans doute lire ce texte qui s'appelle la seconde des 4 considérations inactuelles. On traduit aussi quelquefois par considérations intempestives. La seconde considération inactuelle porte sur la valeur de la culture historique, sur les mérites de la culture historique. Eh bien, dit Nietzsche, l'histoire, oui, et il en faut à plusieurs titres et pour plusieurs fonctions. L'histoire peut assumer différentes fonctions. Je vous renvoie au texte, ici je ne le résumerai pas. L'histoire peut assumer différentes fonctions qui sont toutes à leur manière salutaires. Mais il faut savoir aussi que la connaissance historique a également une
une puissance je dirais, de négation de la vie. On ne peut pas vivre le regard fixé sur le rétroviseur. Il faut aller de l'avant, il faut regarder vers l'avenir, il faut se donner des buts, il faut faire des projets. Et pour cela, il faut croire à ces projets, croire à ces buts, ce qui est plus difficile souvent quand on s'informe, comme je viens de le dire, de leur origine, de leur source, quand on sait d'où ils viennent. Et donc, la connaissance historique, oui, c'est bien, mais dit Nietzsche, je le cite, la culture historique des bienfaisantes est pleine de promesses pour l'avenir que lorsqu'elle côtoie un puissant et nouveau courant de vie. La culture historique des bienfaisantes est pleine de promesses pour l'avenir que lorsqu'elle côtoie un puissant et nouveau courant de vie. Ça, donc, c'est une formule que je tire de cet écrit de Nietzsche, la seconde considération inactuelle, qui est intitulée de l'utilité et des inconvénients des études historiques pour la vie. Voilà donc ce que nous pouvons attendre de l'approche historique au titre des trois aspects que j'ai développés. D'abord, la connaissance historique est une connaissance qui enrichit ma compréhension et donc me fait plus fort, si vous voulez. Et ensuite, elle contient une puissance de validation, une puissance de confirmation, une puissance de légitimation, en même temps qu'elle contient aussi cet agent corrosif de critique, de délégitimation, ou plutôt que de délégitimation, parce que ce n'est pas parce que nous connaîtrons mieux l'histoire des sciences que la connaissance scientifique nous paraîtra moins légitime, mais de désacralisation. Nous saurons d'où elle vient, nous saurons selon quelle recette elle a été concoctée, nous saurons qui sont ceux qui l'ont formée, qui étaient après tout des humains, aussi grandioses soient-ils, aussi vénérables soit leur figure de grands bienfaiteurs de l'humanité. Et donc, nous saurons à quoi nous en tenir sur la science. Nous saurons mieux à quoi nous en tenir pour le meilleur et pour le pire sur la science quand nous en aurons acquis une connaissance historique. Ce pourquoi d'ailleurs je pense que la dimension historique devrait, comme le savait Simone Weil, dont j'ai parlé dans la première moitié de cette séance, comme le savait Simone Weil, la dimension historique devrait avoir une place, non pas toute la place certainement, mais une place, et une place non négligeable dans l'enseignement des savoirs scientifiques. La prochaine fois, je viendrai au point 4.1.2.3. 4.1.2.3, je présenterai la dernière justification de mon choix de la perspective historique qui tient à la place de l'astronomie dans la culture humaine en général. Je vous remercie et donc à la semaine prochaine. Non, à la seconde partie de cette séance de cette semaine, donc du 2 mars 2021.